Donc, bonjour tout le monde. Ici Hasna Aissi, étudiante en géologie deuxième année master. Dans cette première partie théorique de la formation, je vais vous présenter le deuxième chapitre, c'est les systèmes de référence spatiale. Donc, pour établir une carte, on doit savoir, on doit connaître la forme de la Terre et ses dimensions. Bien sûr, en allant de plus simple vers le plus complexe, on a plusieurs types de formes de Terre. Donc, c'est quoi la forme réelle de la Terre? Donc, la Terre peut être représentée par une sphère, mais c'est pas ça. Donc, la Terre, c'est pas une sphère. Pourquoi? Parce que la Terre se mise à deux actions permanentes, celle de sa propre gravité, qui lui donnait une forme sphérique, et l'accélération centrifuge due à la rotation. Donc, on va dire que la forme réelle de la Terre, c'est l'ellipsoïde. Donc, voilà un ellipsoïde. Donc, un ellipsoïde de référence est une surface définie mathématiquement qui se rapproche à la géoïde avec une erreur acceptable, la vraie forme de la Terre. En raison de sa simplicité ellipsoïde, l'ellipsoïde de référence sont couramment utilisés comme une surface de référence pour définir un réseau géodésique et tout point dans l'espace dans lequel on a latitude, longitude et l'élévation de l'ellipsoïde. Mais pourquoi tout le monde n'utilise pas le même ellipsoïde pour représenter la Terre? Tout simplement parce que dans chaque pays, les services de géodésie ont calculé les paramètres de l'ellipsoïde de référence à partir de leur propre observation. Donc les résultats, bien sûr, d'un pays à l'autre, d'un place à l'autre, ils sont bien sûr différents. C'est pour cela la précision de l'observation est variable. Mais surtout, chacun a adapté l'ellipsoïde qui est localement collé le mieux avec la forme de la Terre. On peut trouver la forme de la Terre comme un géoïde. Donc, c'est quoi un géoïde? Donc, bien sûr, c'est une représentation de globe terrestre qui est une surface sur laquelle tous les points sont soumis à la même force de gravitation. Et on peut dire que c'est une surface équipotentielle de pesanteur. Donc voici la photo qui montre le géoïde. Maintenant, c'est quoi la géodésie? Donc la géodésie, c'est une science qui étudie la forme de la Terre et qui essaye de déterminer sa forme géométrique, son champ de pesanteur et sa rotation. Donc il définit aussi les systèmes de coordonnées géographiques, latitude, longitude et hauteur, les données de fondement de toute cartographie et géolocalisation. Donc après avoir envisagé la définition de la géodésie, maintenant c'est quoi le système géodésique, dit datum en anglais? Donc un datum fournit un cadre de Après avoir envisagé la définition de la géodésie, abordons-nous maintenant l'aspect système géodésique ou datum en anglais. Donc un datum fournit un cadre de référence permettant de mesurer les emplacements à la surface de la Terre
il définit l'origine et l'orientation des lignes de latitude et de longitude. Notamment au monde, on a le système géodésique mondial, c'est WGS 84. Cette photo, il montre c'est quoi ce WGS, comment on a formé ce système. Donc la première schéma ici, elle montre la surface, la forme de la Terre. Et ça, c'est l'ellipsoïde. Si on a calé ces deux, on va trouver le WGS. La géodésie, c'est la science qui s'occupe de la forme de la Terre, qui essaye de déterminer sa forme géométrique, son champ de pesanteur, qui conditionne tous les phénomènes à sa surface, et sa rotation. L'enjeu principal de la géodésie, c'est d'établir une référence qui permet de se positionner à la surface de la Terre. Historiquement, ça a été son premier rôle, de pouvoir dessiner des cartes qui aient des dimensions géométriques correctes et qui permettent donc de faire de l'aménagement, de préparer des voyages. Aujourd'hui, on a exactement cette même fonction quand on étalonne, on calibre le système GPS et tous les systèmes de navigation sur un référentiel commun à l'échelle de la Terre. C'est ça qui permettra de se déplacer sur toute la Terre et de savoir précisément où on est et de surveiller des phénomènes. Un référentiel, c'est effectivement une référence. C'est ce qui permet de comparer des positions d'un moment à l'autre, mesurer la position d'un objet à un instant donné, revenir 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, remesurer cette position et savoir si ça a bougé. Pour savoir si ça a bougé, il faut que la position, elle soit repérée par rapport à quelque chose, alors qui à l'échelle de la Terre ne sera pas quelque chose de fixe parce que tout bouge sur la Terre, mais quelque chose dont le mouvement sera connu. Les premières réflexions géodésiques, on va dire, sur la forme de la Terre, elles viennent des philosophes grecs. Et eux se posaient simplement la question de dans quel monde ils habitaient. Est-ce que leur planète était au centre du cosmos ou pas? Quelle forme elle avait, etc. C'est vraiment les Grecs qui ont commencé à se poser la question de est-ce qu'on peut connaître la forme de la Terre? Est-ce qu'on peut la mesurer? Après, il y a une deuxième origine, qui est une origine très pratique, qui est qu'on a besoin d'aménager l'espace, on a besoin de savoir où on est. Quand on vit dans un village, on a besoin de se repérer dans le village, c'est facile. Quand on vit dans un pays qui fait 1000 km de long, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Quand on vit dans un continent comme l'Europe, qui fait des milliers de kilomètres de large, on a besoin de se repérer à cette échelle-là. Et aujourd'hui, on a besoin de se repérer à l'échelle de la Terre. La deuxième origine de la géodésie, c'est vraiment le besoin de se repérer dans l'espace, et c'est le besoin de faire des cartes qui est apparu, en gros, au XVIIe, XVIIIe siècle, en particulier avec Louis XIV, qui a commencé les grandes cartographies de la France, quoi. Les outils qu'on a à notre disposition sont assez nombreux finalement, parce qu'ils viennent de toutes les disciplines scientifiques qui sont touchées. De l'astronomie, on a des techniques qui regardent les objets très lointains, qui permettent de mesurer la taille de la Terre. Des sciences spatiales et des agences spatiales, on a des techniques de télémétrie laser qui permettent, en tirant sur des satellites qui tournent autour de la Terre, d'avoir une connaissance assez précise au premier ordre de son champ de pesanteur, et donc de la position du centre moyen de la Terre, du centre des masses de la Terre, c'est le nom qu'on utilise. Ça, c'est le point de référence auquel on va pouvoir tout raccrocher. Des techniques de navigation qu'on va pouvoir combiner pour avoir des observations plus complètes. Tout ça, ça se complète par un ensemble de techniques au sol, puisque quand on est dans l'espace, on est un peu myope, on ne voit pas précisément ce qui se passe près de la surface, et donc on est obligé encore de faire des mesures au sol ou à proximité du sol, donc en avion par exemple, pour déterminer correctement le champ de pesanteur. Et on a besoin de mesures géométriques au sol aussi, parce que du fait qu'on utilise beaucoup d'instruments, et bien quelque part il va falloir dire comment ils sont positionnés les uns par rapport aux autres. La géodésie s'appuie sur plusieurs disciplines scientifiques parce qu'on mesure un objet complexe. Pour bien le mesurer, on va avoir besoin de techniques
très très compliqué d'exploitation des mesures. On va mélanger beaucoup de mesures. Tout ça, ça fait appel à un cœur de compétences, un cœur de métier qui dépend des mathématiques très appliquées, hein, c'est des mathématiques de l'ingénieur, qu'on appelle l'analyse numérique, ça veut dire on mélange des chiffres pour faire des bonnes mesures. Une fois qu'on a ce métier-là, on n'a pas tout parce que pour bien voir la forme de la Terre, on a besoin de regarder le ciel, parce que sans référence, on ne peut pas mesurer sa taille absolue. Donc ça fait appel à l'astronomie, et d'ailleurs c'est les astronomes qui ont été les premiers géodésiens. Puis on a besoin de bien connaître la Terre, parce que quand on mesure des choses, on observe des variations des mesures qui sont soit des défauts des instruments, soit des vrais mouvements. Et si on connaît un peu les vrais mouvements, eh ben on peut mieux faire le tri entre les défauts des instruments et les mouvements. Donc ça fait appel à une science qui s'appelle la géophysique, et plus généralement aux sciences de la Terre. Je dis plus généralement aux sciences de la Terre parce qu'on va y retrouver aussi l'océanographie, parce qu'on peut apprendre des choses sur la forme de la Terre en regardant les océans. On va aussi faire appel aux sciences de l'atmosphère, puisqu'on va exploiter des signaux qui viennent des satellites et qui donc traversent l'atmosphère, et on ne peut pas bien comprendre comment ces signaux se propagent si on ne connaît pas l'atmosphère. Les usages de la géodésie sont multiples, ils vont toucher à la fois la vie quotidienne. On se sert de la géodésie quand on se déplace avec un GPS. Sans le savoir, on utilise un référentiel extrêmement complexe et qui nous permet d'avoir des coordonnées fiables. Ils vont toucher le génie civil. Dès qu'on fait des aménagements, qu'on construit des ouvrages ou qu'on enterre des réseaux, on a besoin de savoir où est-ce qu'on a construit les choses et de les repérer dans l'espace. Et ils vont toucher la science, puisque aujourd'hui on voit avec la géodésie des mouvements à la surface de la Terre qui sont de l'ordre du millimètre par an. Ça permet de voir à la fois des phénomènes très lents qui touchent l'évolution du climat, comme la montée du niveau des mers, des phénomènes telluriques, de mouvement de la croûte terrestre, qui nous renseignent sur l'activité de la planète, sur comment elle fonctionne, qui vont servir aux sismologues, aux volcanologues, etc. pour étudier notre planète. La forme de la Terre, j'aurais envie de vous dire qu'elle est ronde, parce que c'est une sphère légèrement aplatie, mais elle est aplatie uniquement de 20 km au pôle pour un rayon qui fait 6400 km, donc une circonférence d'à peu près 40 000 km. Et ces 20 km pour 6400 km, c'est à l'échelle d'un ballon de foot ou de basket, c'est même pas un millimètre. Donc elle est aplatie, mais elle est quand même très ronde. Elle est aussi déformée par des tas de phénomènes, mais ces déformations-là ont des amplitudes de l'ordre de la centaine de mètres. Donc là, on est encore plus petit, on est à l'échelle du ballon, on est à l'échelle de l'atome presque. Certes, la forme de la Terre donne un paysage assez complexe, mais finalement, par rapport à sa forme globale vue de l'espace, c'est quand même très rond. Aujourd'hui, on sait mesurer des vitesses du millimètre par an en regardant 20 ans de mesure. On aurait besoin de faire la même mesure, la même précision, mais en regardant une année de mesure, pour mesurer des accélérations. Et donc ça veut dire qu'il faut faire progresser la précision des techniques. Le changement climatique fait que les mouvements à la surface de la Terre combinent aujourd'hui à la fois des effets de phénomènes qui ont eu lieu il y a des siècles, voire des millénaires, et des phénomènes récents de fonte des glaces. Et si on ne sépare pas correctement ces phénomènes, on ne saura pas les mesurer, donc il faut à la fois bien les comprendre, mais pour bien les comprendre, il faut à la fois mesurer mieux les vitesses du sol dans les endroits où il y a ces phénomènes. Je pense que dans les années qui viennent, on va vraiment vers du travail en partenariat étroit avec les géophysiciens pour améliorer les mesures dans ces régions qui bougent. Une référence spatiale décrit la localisation des entités dans l'espace ou dans le monde, bien sûr. Les références spatiales sont principalement deux types. Celle qui reposait sur un système de coordonnées géographiques et la deuxième, c'est projetée. Premièrement, on a un système de coordonnées géographiques. Donc, les mesures sphérique de latitude, longitude et longitude constitue une méthode pour décrire la position d'un emplacement géographique sur la surface de la Terre. Elle correspond aux angles mesurés en degrés depuis le centre de la Terre vers un point de la surface. Donc, ce type de système de coordonnées de référence se vont appeler
un système de coordonnées géographiques. Et on a bien sûr les latitudes. Donc dans cette photo, comme vous voyez, on mesure de la centre de la Terre vers le haut ou vers le bas. L'angle, cet angle-là. Donc par exemple, ça c'est le point qu'on veut. On mesure de là vers là. Et ça, c'est notre latitude. Et on mesure, par exemple, c'est la même point. On mesure de là vers là. D'accord? Et ça, c'est longitude. Donc voilà. Et voilà. Bien sûr, on a deux unités de système de coordonnées géographiques. On a le degré minute seconde, dans laquelle on a le degré 1 degré égale à 60 minutes et 1 minute égale à 60 secondes. On a aussi le degré décimaux. Voilà. Donc, les coordonnées géographiques utilisées, notamment on a le WGS 84, c'est mondial. Au Maroc, on a Merchiche. Donc, Merchiche, c'est le système géodésique qu'on utilise au Maroc. Et bien sûr, chaque pays, il a son système géodésique. Ici, on a comment faire la conversion entre les unités. Donc, ici, voilà. On a la méthode ici aussi. Vous pouvez écrire ça pour savoir comment. Et pour la deuxième, voilà. Donc, c'est très très simple. On passe maintenant au système de coordonnées projetées. Donc, c'est quoi ce système de coordonnées projetées? Donc, se définit sur une surface plate à 2 dimensions, bien sûr. Donc, contrairement à un système de coordonnées géographiques, un système de coordonnées projetées possède longueur, des longueurs, des angles et des surfaces constantes dans les 2 dimensions. Donc, un système de coordonnées projetées est toujours basé sur un système de coordonnées géographiques, lui-même basé sur une sphère ou un ellipsoïde. Dans un système de coordonnées projetées, l'emplacement sont identifiés par les coordonnées x et y sur un gris. Bien sûr, à l'origine, c'est dans l'origine est située au centre. Donc, chaque position possède 2 valeurs x et y. On passe maintenant aux projections cartographiques. Donc, la projection cartographie est un ensemble de techniques géodésiques permettant de représenter une surface non plate sur la surface plate ou sur une carte. L'impossibilité de la projection de notre Terre sur une surface plate sans distorsion explique que non plusieurs projections. Donc ça, c'est la même chose, c'est la définition. Donc voilà, ici, cette image, il montre très très bien la définition de la projection cartographie. Donc ça, c'est la Terre, quelle que soit son forme. Et la projection cartographie consiste à projeter tous ces points sur une carte plate. Donc, on a plusieurs projections cartographiques.
Euh, la projection. Les projections peuvent être, pardon, les projections peuvent être classées en fonction de plusieurs critères géométriques. On passe maintenant au type de projection de cartographie. Les projections peuvent être classées en fonction de plusieurs critères. Les projections peuvent être classées en fonction de plusieurs critères. Notamment, on a la géométrie, la forme, des propriétés spécifiques, des paramètres de projection, etc. Donc, la classification géométrique se fonde sur l'observation des motifs de gratules composés du réseau de parallèles de latitude et de méridiens de longitude. Dans cette classification, les projections cartographiques sont qualifiées par des termes plus fréquents de cylindrique, conique et azimut. Mais bien sûr, il y a des autres. Donc, premièrement, la projection cylindrique. Donc, un cylindre se place sur un globe. Le cylindre peut toucher le globe le long d'une ligne de latitude, c'est le cas normal, et le long d'une longitude, c'est le cas transversal, comme vous voyez ici. C'est la deuxième schéma. Et dans un autre lien, c'est oblique, le cas oblique. On a deux exemples ici. Donc la première, c'est la projection de Mercatron et la deuxième, c'est celle de la projection cylindrique équivalent de longueur. La deuxième projection conique, on a un cône est placé sur un globe, bien sûr. Le cône et le globe rencontrent la deuxième projection, c'est conique. Donc, comme vous voyez ici, on a un cône qui rencontre le globe le long d'un lien de latitude. Il s'agit du parallèle de référence. Donc, le long copie le long de la ligne de longitude opposée au méridien central et aplati dans un plan. Voilà. Donc, on a choisi deux exemples classiques de projection conique qui sont la projection conique de conforme de Lambert, voilà, et la projection conique équivalent de Albert, Siebeck. Donc, cela, en effet, les projections idéales pour représenter les masses atmosphériques cela, en fait, les projections idéales, donc parmi les projections idéales pour représenter des masses dans l'hémisphère nord, notamment les États-Unis, l'Europe et le Russie. Et finalement, on a la projection azimutale. Donc cette projection, elle consiste à utiliser un plan tangent au globe terrestre sur laquelle on va projeter une portion de la Terre. Donc premièrement, on a un plan tangente avec le pôle. On dit que la projection azimutale polaire. On a la deuxième cas, c'est le plan tangente avec un point à l'équateur. Voilà le point de l'équateur. On dit que c'est la projection azimutale équatorielle. Et finalement, on a la projection azimutale oblique.
Les cartes que nous utilisons quotidiennement, à l'école ou ailleurs, sont produites par des cartographes qui font des choix précis. Aucune carte du monde n'est vraie. Chaque carte est une représentation du monde. Les problèmes de la représentation sont techniques. Comment représenter une sphère sur un rectangle? Les planisphères adoptent chacun ce que l'on appelle une projection cartographique, c'est-à-dire une technique utilisée pour projeter sur une surface plane la sphère du globe terrestre. C'est l'origine du terme planisphère. Sans entrer dans les détails techniques, comparons deux types de projections célèbres. La première est la projection dite de Mercator, selon le nom du géographe néerlandais qui l'a inventé, Gerhardus Mercator, en 1569. Observons le Groenland et l'Afrique. Cette projection nous donne l'impression que le Groenland est plus grand que le continent africain, alors qu'il est en réalité 14 fois plus petit. Comment cela est-il possible? Eh bien, la projection de Mercator, si elle respecte la forme des continents, exagère leur superficie à mesure que l'on se rapproche des pôles. Ainsi, les terres proches du pôle Nord, par exemple, apparaîtront beaucoup plus étendues qu'elles ne le sont vraiment. La deuxième est appelée projection de Peters. Elle a été proposée en 1973 par le cinéaste allemand Arno Peters, qui s'est inspiré des travaux de James Gall, un mathématicien de la fin du XIXe siècle. Comparons une nouvelle fois le Groenland et l'Afrique. Ici, le Groenland apparaît bien plus petit que l'Afrique. Cependant, la projection de Peters déforme les continents. L'Afrique n'est pas si allongée quand on l'observe sur le globe terrestre, mais cette projection a le mérite de rendre leur taille réelle au continent. Toute projection a donc un sens. Selon celle que l'on choisit d'utiliser, on fait déjà un choix important. Il n'est pas anodin de chercher à rendre au continent des Suds leur taille réelle et à l'Afrique en particulier. Une des premières photographies du globe terrestre à avoir été largement diffusée a été prise en 1972 par la mission spatiale de la NASA Apollo 17. Elle représente le continent africain et sa taille imposante. Blue Marble, ainsi que la projection de Peters, contribuent à rendre leur taille réelle au continent des Suds. Une autre projection cartographique, proposée par le mathématicien Fuller, permet de remettre en question l'existence d'un nord et d'un sud, et fait apparaître une évidence: l'océan global qui entoure l'ensemble des terres émergées. Un site internet propose de faire une expérience intéressante. À partir du fond de carte de Google Maps, qui utilise la projection de Mercator, l'on peut afficher la taille réelle des pays que l'on sélectionne. Reprenons l'exemple du Groenland. Comme nous le voyons, si on ramène le Groenland à l'équateur, il s'inscrit quasiment entier dans la République démocratique du Congo. A l'inverse, si l'on prend le Congo et qu'on le monte vers le pôle Nord au niveau du Groenland, on constate que sa superficie augmente à mesure qu'on s'en approche. Comme on le voit sur le plateau de cette chaîne d'information en continu, la projection de Mercator a malheureusement encore de beaux jours devant elle. Ce que nous venons de voir nous oblige à réfléchir différemment à l'usage que nous faisons des cartes. Nous devons décoloniser nos représentations du monde. Qu'est-ce que décoloniser nos représentations? Eh bien, décoloniser, c'est sortir des représentations coloniales du monde, celles que l'on hérite de la période où l'Europe dominait le monde entier en s'établissant sur l'ensemble des continents et imposait sa carte et sa propre vision du monde. Ainsi, représenter l'Afrique avec une taille réduite, c'est continuer à entretenir l'idée que l'hémisphère nord, et l'Europe en particulier, domine naturellement le reste du monde et les pays des Suds. Ces représentations coloniales sont encore très présentes dans les esprits et sur la carte du monde. Songez aux villes ou aux pays que vous connaissez et qui commencent par nouveau ou nouvelle. La Nouvelle-Orléans, la Nouvelle-Calédonie ou encore la Nouvelle-Zélande, et les exemples sont nombreux. C'est bien d'un point de vue européen que ces espaces sont nouveaux. Alors, que retenir de ce petit exposé? Représenter le monde, avant tout, c'est le déformer. Et les cartes, surtout, ne sont ni vraies ni neutres. Nos représentations cartographiques continuent de transporter des représentations coloniales du monde. Face à cela, il est nécessaire de décoloniser nos représentations.
On passe maintenant au système de coordonnées projeté au Maroc. Donc, dans cette liste, on trouve tous les systèmes de coordonnées disponibles au Maroc. Donc, les premiers, c'est la projection Lambert, zone 1, 2 et 3 et 4. Donc, ça, c'est la projection conique. Et la deuxième, c'est la projection, le système de coordonnées géographique Merchiche. Donc, le datum, c'est Merchiche. Et on a WGS, les trois zones de WGS. Et on a bien sûr WGS, notamment il est mondial. Donc, pour la projection conique conforme de Lambert au Maroc, ils ont divisé le Maroc en 4 parties. Voilà, ils ont 1, 2, 3, 4. Et on a la projection UTM. Donc, c'est une projection cylindrique. Il divise le Maroc en 3 parties. Donc, bien sûr, chaque pays, ils ont son système de référence, mais toujours le principe, c'est la même. Et voilà, merci pour votre attention.